Radio Ritorno Futuro Cultura. Quando la cultura entra nei social. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la vie d'une figure, disons-le, complètement paradoxale de notre histoire littéraire, François Villon. Bonjour. D'un côté, on a ce poète majeur du XVe siècle, un lyrisme incroyable, et de l'autre, les archives judiciaires nous montrent un criminel. C'est ça. Un bagarreur, un voleur et même un meurtrier. Et la question qui fascine, c'est comment ces deux visages peuvent appartenir au même homme. Comment le chaos de sa vie a pu donner naissance à une poésie aussi moderne, finalement. C'est tout le mystère Villon, en effet. Et pour tenter d'y voir un peu plus clair, on a la chance d'avoir des sources assez solides. Des archives, des analyses. Oui, une biographie très documentée, des études littéraires très poussées. Notre but, c'est un peu de séparer l'homme de sa propre légende, celle du poète maudit qui s'est construite bien après. D'accord. Parce que ce qui est fascinant, c'est de voir comment chaque épreuve, chaque crime, chaque séjour en prison est devenu la matière première, le carburant de son œuvre. Il n'écrit pas malgré sa vie. Il écrit depuis sa vie. Exactement, c'est ça qui est révolutionnaire. Alors commençons par le début et par un premier mythe à déconstruire, Villon, l'enfant des rues. En fait, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Absolument tout le contraire. Il naît François de Montcorbier, vers 1431 à Paris, orphelin de père, oui, mais il a une chance folle. Il est recueilli, adopté par Guillaume de Villon. Et ce n'est pas n'importe qui. Ah non, c'est un chanoine, un notable, professeur de droit. Il lui donne son nom, mais surtout, il lui offre la meilleure éducation possible à l'époque. Villon est un pur produit de l'Université de Paris. Un intellectuel, donc. Un pur intellectuel. À 21 ans, il obtient sa maîtrise des arts. C'est le plus haut diplôme qu'on puisse avoir. Son avenir semble tout tracé. Clerc, enseignant, une vie respectable. Alors, on a ce jeune homme brillant promis un bel avenir. Qu'est-ce qui se passe? Comment tout déraille? Le point de rupture, c'est une affaire de meurtre. C'est là que sa vie bascule. On est le 5 juin 1455, le soir de la fête Dieu. Une rixe éclate sur une place. Villon se dispute avec un prêtre, un certain Philippe Sermoise. Et ça tourne mal. Très mal. Les documents qu'on a, notamment ce qu'on appelle les lettres de rémission, Une sorte de grâce royale. c'est ça, un document officiel. Ces lettres suggèrent que Villon n'a pas attaqué le premier. Sermoise sort une dague, Villon riposte avec la sienne, puis lui jette une pierre. Sermoise meurt le lendemain. Même s'il y a légitime défense, c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Un universitaire vient de tuer un prêtre. Et j'imagine qu'à partir de là, la spirale s'enclenche. Il ne s'arrête pas là. Pas du tout. À peine un an et demi plus tard, Noël 1456, il change de dimension. Là, ce n'est plus une bagarre, c'est un vol planifié. Ah oui. Avec des complices, il cambriole le collège de Navarre, une des institutions les plus riches de l'université. Il force les coffres et ils repartent avec 500 écus d'or. Une fortune. C'est incroyable. Il s'attaque à son propre milieu, l'université qu'il a formée, c'est presque un symbole. Tout à fait. Et c'est juste après ce vol, au moment où il doit fuir Paris, qu'il écrit sa première grande œuvre, Le Laisse sorner. C'est une coïncidence? Alors là, c'est tout sauf une coïncidence. C'est vraiment le moment où le criminel et le poète ne font plus qu'un. D'accord. Le lait, qu'on appelle aussi le Petit Testament, c'est un texte génial. C'est un testament parodique. Comme il n'a rien, il lègue des biens imaginaires ou insultants à tout Paris. Donnez-nous un exemple. Oh, il y en a plein. À son barbier, il lègue les chutes de ses cheveux. À un sergent de justice qu'il n'aime pas, il ne lègue rien du tout, juste pour le plaisir de le nommer. C'est très provocateur. C'est un immense pied de nez à la société juste avant de prendre la fuite. Et c'est là que sa voix apparaît. Il ne parle plus d'amour abstrait. Il parle de lui, François Villon, étudiant fauché, voleur. Le jeu devient autobiographique. Et ça, c'est une révolution pour l'époque. Il fuit donc Paris et commence une période d'errance. Mais ce n'est pas qu'un vagabond, il a encore des ambitions. Oui, c'est ça qui est étonnant. On le retrouve non pas dans un bouge, mais à Blois, à la cour de Charles d'Orléans. Le grand prince poète. Lui-même, l'une des cours les plus raffinées qui soit. Villon essaie de devenir poète de cour. Il participe même à un concours de poésie. Le thème imposé était « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Un exercice de style très codifié. Très. Et comment s'en sort notre poète criminel dans ce milieu si Il n'est pas policé? Il n'y arrive pas. C'est un échec. Au lieu de faire une belle ballade abstraite, il en fait une confession. Il écrit ce vers terrible.
En mon pays suis en terre lointaine. Dans mon pays, je suis en terre lointaine. Voilà. Il est en France, mais il se sent exilé, étranger à tout ça. Il n'arrive pas à jouer le jeu de la cour. D'ailleurs, il s'attaque même à un favori du duc dans un autre poème. Du coup, il a dû partir assez vite. On peut l'imaginer. Ça montre bien son incapacité à se conformer, à rentrer dans le moule. On quitte donc les fastes de la cour pour le retrouver dans un tout autre décor, j'imagine. Le contraste est brutal. La fois suivante où on a de ses nouvelles, c'est l'été 1461. Il est au fond d'un cachot, En prison. dans ce qu'il appelle la dure prison de Mehun, à Meun-sur-Loire. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il décrit des conditions horribles. Mis au supplice de la faim et de la soif. Il est nourri de pain et d'eau. Il a dû croire que c'était la fin. Probablement. Mais il a une chance incroyable. Le nouveau roi, Louis XI, passe par la ville. Et la tradition voulait que le roi accorde une amnistie générale, Il est libéré par hasard. par un coup du sort. Il a 30 ans, et il sort de cette expérience transformé. Et c'est juste après ça qu'il va écrire son chef-d'œuvre, Le Testament. L'expérience de la prison a changé sa poésie. Elle l'a rendue beaucoup plus profonde. Le Testament, ce n'est plus l'ironie du lait. C'est une œuvre sombre, hantée par la mort. Il l'ouvre sur ce vers terrible. « J'ai toutes mes hontes béues ». C'est une longue méditation sur le temps qui passe, la vieillesse, la maladie. Il se regarde et il voit un homme qui a gâché sa vie. La prison lui a volé son insouciance pour lui donner une lucidité tragique. De cette souffrance naît sa plus grande poésie. C'est exactement ça. Il retourne ensuite à Paris. On pourrait croire qu'il va essayer de se faire oublier, mais avec Villon, ce n'est jamais simple. Jamais. Fin 1462, il est de retour et, évidemment, les ennuis le retrouvent. Une nouvelle bagarre de rue, un notaire est blessé. Cette fois, la justice ne veut plus rien savoir. Son casier est trop lourd. Et là, c'est sérieux. Très sérieux. Il est arrêté, emprisonné au Châtelet, torturé. Et le verdict tombe. La peine capitale. Condamné à être étranglé et pendu. C'est dans sa cellule, en attendant la mort, qu'il écrit l'un de ses textes les plus connus. Oui, peut-être le plus célèbre, la Ballade des pendus. C'est d'une noirceur absolue. Au moment où il s'attend à être exécuté, il décide de donner la parole aux morts. C'est un geste poétique, mais inouï. Le coup de génie, c'est le point de vue. Ce n'est pas Villon qui se lamente, ce sont les cadavres qui se balancent au gibet et qui s'adressent aux vivants en leur demandant de prier pour eux. L'imagerie est très crue. C'est d'un réalisme presque insoutenable. Quand il écrit « La pluie nous a ébués et lavés, et le soleil desséché et noirci », on y est. C'est une description physique, charnelle de la décomposition. Il regarde la mort en face. Et alors que tout semble fini, qu'il ait écrit sa propre épitaphe, il y a un dernier coup de théâtre. Le rebondissement final, Villon fait appel. Et le 5 janvier 1463, le Parlement de Paris casse la sentence de mort. Il est sauvé. Il est sauvé. La Cour commue sa peine en 10 ans de bannissement, en disant, et la phrase est incroyable, « fut égard à la mauvaise vie du dit Villon ». En gros, on sait qui vous êtes, on vous sauve, mais maintenant, partez et ne revenez plus. Il a 3 jours pour quitter Paris. Et après ça? Après, c'est le silence, le grand mystère. Il écrit une dernière ballade ironique pour remercier la Cour, et le 8 janvier 1463, il quitte Paris et disparaît de toutes les archives, pour toujours. On ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Rien, que des hypothèses. Est-ce qu'il est mort de misère quelques mois plus tard? A-t-il fui en Angleterre, en Italie, comme Rabelais l'imaginera? On ne le saura jamais. Jamais. Et ce vide, ce point d'interrogation, c'est ce qui scelle sa légende. Il sort de l'histoire pour entrer dans le mythe. Un mythe qui se propage très vite, d'ailleurs. Ses œuvres sont imprimées, elles ont un succès fou. Mais au début, c'est surtout le personnage qui plaît. Oui, au début, c'est l'image du mauvais garçon, du farceur, du vaurien plein d'esprit qui fascine. Son nom devient même un verbe aussi. Au XVIe siècle, villionner, ça voulait dire arnaquer, escroquer. C'est dire l'impact. C'est énorme. Mais son véritable héritage, c'est sa modernité littéraire. Qu'est-ce qui le rend si différent des poètes de son temps? Ce n'est pas juste qu'il a rompu les codes. Il a en fait créé un nouveau langage poétique. La poésie courtoise, c'était un monde idéalisé, des dames parfaites. Un monde aristocratique. Voilà. Villon, lui, prend la déchéance, la pauvreté, la prison, la peur de la mort, et il en fait de la poésie. Il ne parle pas de dame idéale, il parle de la grosse Margot, la tenancière de bordel. Il parle de son corps qui vieillit, de ses regrets. Il a rendu la poésie profondément, brutalement humaine.
C'est sans doute ce qui explique la puissance de son vers le plus célèbre, « Mais où sont les neiges d'antan ?» Tout le monde le connaît. Exactement, ça vient de la ballade des dames du temps jadis. Le thème de l'Ubisonte, où sont-ils, était un classique. Un exercice de style. Oui, mais là où les autres font des listes un peu savantes, lui, il trouve cette image, la neige, d'une simplicité et d'une poésie bouleversante. C'est le symbole parfait de la beauté qui disparaît, du temps qui passe. Il rend un thème convenu à la fois universel et intime. On le présente souvent comme le premier poète maudit, un modèle pour Rimbaud, Verlaine. C'est une vision juste ou fait encore une partie du mythe ? C'est une partie de la vérité, mais c'est un peu réducteur. Ce sur quoi les spécialistes insistent, c'est que Villon n'était pas juste un voyou. C'était un intellectuel, un maître de la technique poétique. Et il maîtrisait les formes, la ballade, le rondeau. Parfaitement. Sauf qu'il a utilisé cette maîtrise non pas pour célébrer le pouvoir, mais pour chroniquer la marge, pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Et c'est cette fusion entre la haute culture et l'expérience la plus crue de la vie qui rend sa voix unique. En somme, si on résume, on a l'étudiant surdoué et le meurtrier, le voleur et le poète de cour manquée, le prisonnier et le condamné à mort. Sa vie est un chaos permanent entre la survie et l'autodestruction. C'est ça. Mais c'est de cette boue qu'il a extrait une poésie d'une vérité foudroyante. C'est une belle image. Et pour finir, je pense à ce vers qu'il écrit, et qu'il résume peut-être mieux que tout. « Je connais tout, force que moi-même. Je connais tout, sauf moi-même. » Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'aveu d'un homme perdu, dépassé par ses propres démons, ou est-ce que c'est la prise de conscience la plus lucide d'un poète qui avait compris qu'en se décrivant lui-même sans concession, il touchait au mystère de la condition humaine, ce mystère qui, au fond, reste insoluble pour chacun d'entre nous. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, et les pieds sains dévorés et pourris, et nous les os devenons cendre et poudre. De notre mal, personne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères nous clamons, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis. Envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme noirrie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci. Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés, et arraché la barbe et les sourcils, jamais nul temps nous le sommes assis. Puis là, comme le vent varie à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie. À lui, n'ayons que faire, n'est que soudre. Homme, ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.